Je suis très reconnaissant envers l'Académie de nous avoir invités. Nous allons parler aujourd'hui des maladies cardiovasculaires. Le professeur Devaguru devait faire ça et il a dû annuler, donc je l'ai remplacé. Et je parle aujourd'hui à sa place. Comme vous le savez, les maladies cardiaques d'ordre rhumatismal affectent aussi bien les enfants que les adultes. Et c'est principalement la valve mitrale qui est affectée. Je vais uniquement me focaliser sur la réparation de la valve mitrale. D'abord, je tiens à saluer le professeur Carpentier qui a popularisé la technique de réparation des valves dans le monde. Et c'est lui qui a œuvré pour développer ça dans notre sens, les techniques de réparation des valves dans notre centre. Le professeur Carpentier a modifié les techniques et qui est plus adapté à l'Inde. Je vais vous présenter le travail du professeur Kumar. La réparation de la valve mitrale peut être due à un problème d'insuffisance mitrale rhumatismale, un prolapsus de valve mitrale. Les feuillets peuvent parfois se calcifier, ce qui est très mauvais. Pour réparer ces valves, c'est un grand défi. Voici une valve mitrale rhumatismale typique. Elle ne se referme pas de manière adéquate, elle ne s'ouvre pas non plus de manière adéquate. Pourquoi est-ce que nous voulons réparer plutôt que de remplacer les valves? Les remplacements sont toujours faciles, mais il y a des complications. Le problème with the prostatic valve is the lifelong anticoagulation. While with the bioprostatic valve, this degenerates over a period of time and we have to reoperate upon these patients. Also, if we maintain the subvalvular apparatus, si nous maintenons de tels dispositifs au niveau de la valvule mitrale, on préserve la fonction cardiaque, ventriculaire, il y a une mortalité moindre et la survie est rallongée. Dans ce cas-ci, l'insuffisance mitrale revêt plusieurs formes. Dans une valve normale, l'ouverture et la fermeture de la valve est normale. Pendant la phase systolique, il faut qu'il y ait un mouvement adéquat. Mais parfois, les valves ne s'ouvrent pas comme il faut, ou le feuillet ne s'ouvre pas de façon adéquate. Il peut y avoir prolapsus dans des cuspes, par exemple. D'après cette étude, il y a ces 4 catégories différentes que l'on observe chez le patient rhumatismal. Voilà une des publications qui concerne plus de 800 patients sur une période de 10 ans qui ont eu une réparation de la valve mitrale. Comme vous pouvez le constater, l'âge va de 2 ans à 70 ans, nombre équivalent d'hommes et de femmes. Comme je vous ai dit au départ, presque 88% de ces patients avaient une insuffisance mitrale ou des lésions mixtes à cause justement de maladies rhumatismales. 53% des patients présentaient une insuffisance mitrale, dans 47% des patients, il y avait des lésions mixtes, difficiles à réparer donc. Différentes procédures ont été employées, commission
l'épisiotomie, par exemple. Ensuite, un amincissement du cusp, c'est une technique que nous avons développée dans notre centre. Comme je vous ai dit, les feuillets sont épaissis. Donc, si vous enlevez le tissu fibreux, alors les feuillets deviennent plus pliables et le patient peut s'améliorer. Ensuite, le raccourcissement des cordages, l'annuloplastie est de rigueur chez ces patients. S'il y a un problème, on peut faire également un transfert des cordages, insérer de nouveaux cordages, excision du cusp, plicature. S'il y a aussi une fente, on peut la refermer. Ce que nous avons fait dans notre centre, c'était une annuloplastie. Nous avons utilisé non pas un anneau qui est assez coûteux. Nous avons développé par contre une technique alternative que vous voyez à l'écran. Il s'agit en fait d'une sorte de colle qui a été fabriquée à partir de téflon. Cette espèce d'anneau ou de colle recouvre les deux commissures de la valve mitrale. Ce col va de part en part et une fois suturé, on améliore donc la situation des feuillets. Avec cette annuloplastie, la valve devient une valve unique. Donc, au lieu d'agir au niveau de l'anneau, notre abord est plutôt ventriculaire. Ainsi, la structure bifeuillée de la valve est pleinement respectée. Également, nous avons fait des raccourcissements des cordages. C'est une technique développée dans notre centre. Au lieu donc de normaliser la longueur à partir d'un abord classique, nous avons commencé à développer une nouvelle technique de raccourcissement des cordages. Nous avons donc créé une sorte de boucle pour raccourcir les cordages. Ainsi, on favorise une normalisation du mouvement des feuillets. Je vous ai parlé de l'amincissement des feuillets. On enlève donc la couche fibreuse. Résultat, 4% donc de mortalité précoce à cause d'insuffisance rénale aiguë, AVC, arythmie ventriculaire. En fait, il s'agissait de patients présentant une dysfonction ventriculaire ou insuffisance importante avant l'intervention. Période de suivi de 6 mois à 19 mois. Dans 96% des cas, le suivi a été très bien respecté. Mortalité tardive, très faible. Et nous avons vu que dans 70% environ des patients où il n'y avait plus d'insuffisance, où il y avait une insuffisance très mineure. Il a fallu réintervenir chez 45 patients. La survie actuarielle chez ces patients au bout de 10 ans était de 96%. 80% n'ont pas fait de récidive, n'ont pas eu une deuxième intervention. Nous avons également analysé nos données pédiatriques. Chez l'enfant, cette pathologie est beaucoup plus sévère et les réparations sont plus compliquées. Il y avait 178 patients dans ce groupe.
Pourquoi réparer plutôt que de remplacer chez ces enfants? Dans les cas pédiatriques, il y a une mortalité accrue. Si nous remplaçons la valve, elle va être très petite et souvent, ces valves petites ne sont pas disponibles. Si on remplace la valve, on fixe l'anneau et plus tard, la valve va se sténoser au fur et à mesure de la croissance des enfants. Chez l'enfant, il y a aussi un problème d'anticoagulation à long terme. Si on implante une nouvelle valve, il va y avoir une détérioration rapide, l'anneau va être complètement figé et on ne va pas bien préserver la fonction ventriculaire. La survie à long terme va être obérée. Dans ce groupe, il y avait 278 patients âgés de 12 à 15 ans. Les lésions mixtes prédominaient dans ce groupe de patients. Les techniques de réparation étaient les mêmes que chez les adultes, procédures associées. Vous voyez un peu la ventilation à l'écran, 2,2% de décès précoces. Réintervention, 16 patients. Suivi, 177 patients, 65% des patients avaient seulement une insuffisance mitrale mineure ou inexistante. Les décès tardifs dus à une insuffisance cardiaque, réintervention, il y avait très peu de décès dans cette catégorie. Survie à 15 ans, 85,2%, réintervention, absence de réintervention, 86%. Survie sans événements importants, c'est-à-dire embolie, d'autres problèmes encore, 47%. Les difficultés rencontrées, le comportement du chirurgien. Souvent, en salle d'intervention, vous avez l'impression qu'il est impossible de réparer la valve. Il faut la remplacer tout de suite. C'est la technique la plus simple, mais il faut que le chirurgien soit prêt à persévérer. Il faut bien comprendre la pathologie, planifier en détail l'intervention. Il faut beaucoup de compétences et souvent, il faut garder en tête le fait qu'il va falloir probablement réintervenir à un moment donné chez ces jeunes patients. Mais pendant longtemps, ces petits patients n'auront pas besoin de traitement anticoagulant. Ce traitement chez l'enfant est très efficace et les résultats à long terme s'avèrent très satisfaisants. Plus récemment, nous avons analysé nos données chez 257 patients. Les lésions principales étaient soit mixtes, soit purement dues à l'insuffisance mitrale. Il y avait des lésions associées qui étaient assez importantes en termes de pourcentage. Les techniques employées, même chose, on a tendance à utiliser davantage les annuloplasties commerciales. Dans ce groupe de 237 patients, il n'y avait qu'un décès en péropératoire. Même chez les patients rhumatismaux, nous pouvons réparer la valve mitrale et obtenir des résultats très satisfaisants à long terme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, pour cet excellent exposé qui nous démontre les très bons résultats que vous obtenez dans la réparation des maladies mitrales, fuite, rétrécissement et parfois association, souvent association des deux.
je crois qu'il faut souligner l'intérêt effectivement de la conservation de l'appareil valvulaire, l'intérêt des opérations plastiques dans les dysfonctions ventriculaires. Cette préservation améliore la fonction ventriculaire gauche beaucoup mieux qu'une bioprothèse ou qu'une prothèse mécanique. Il y a place pour une question, car le temps avance rapidement. Professeur Loisance. Merci, Monsieur le Président. First of all, I would like to congratulate for this very nice presentation. I'm quite aware of what you are doing, and my old friend Sampat Kumar showed the road years ago. My question is very simple. What's the role today in your practice of the closed chest, of the closed heart, beating heart, commissurotomy in the pure mitral stenosis? Are you still doing this operation, or are you repairing all the mitrals through the open technique? Well, the cardiologists, they have taken over the role of the surgeons in this regard, because most of these patients, they go for PTMC, that is percutaneous mitral commissurotomy. However, some of these patients do come back for the closed mitral commissurotomy, that is La plupart des patients ont des interventions percutanées, mais on peut faire aussi ces interventions à cœur fermé. Parfois, les patients n'ont pas les moyens de se payer cette chirurgie, à moins qu'il ne s'agisse d'une grande urgence. S'il y a des complications et la valve mitrale ne fonctionne toujours pas comme il faut, s'il y a une ponction, il y a un certain nombre de malades qui nous sont envoyés. Dans mon centre, par exemple, parmi les 8 chirurgiens, seuls 2 savent faire une commissurotomie à cœur fermé. D'autres ne sont pas formés, n'ont jamais observé de telles interventions. Thank you very much.